Toujours pas. Bon, on va partir sur ce café live qui va parler de la facilitation pour la formation. Alors tout d'abord, c'est un sujet qui nous porte, qui nous tient vraiment à cœur parce que, comme vous le savez, ah, on t'entend, c'est bon. Ah, Ouais, nickel. mais Bien, déjà ça, bienvenue. j'adore. Donc, ce que je disais, c'était comme vous le savez, Solène et moi, nous sommes facilitatrices. Donc, on a vu dans la Non. liste des gens qui se sont inscrits une grande partie d'entre vous, on se connaît déjà, on se connaît bien. Certains travaillent avec nous régulièrement, d'autres font partie de nos formations, mais d'autres aussi ne nous connaissent pas. Donc, on est facilitatrices. Notre métier, c'est de faire travailler des gens ensemble, d'animer des ateliers, de design des processus de projet pour atteindre des objectifs avec des équipes, que ce soit développer une raison d'être, travailler sur la RSE, etc. Et on a développé toute une activité de formation depuis plusieurs années. Moi, personnellement, depuis très longtemps, puisque j'ai eu un début de carrière à l'université, donc je suis dans les clous de la formation depuis presque plus de 15 ans. Et Solène aussi, je crois que tu fais de la formation depuis très longtemps. Oui. Et en fait, on a expérimenté dans notre vie de formatrice un avant et un après. Un avant et un après l'intégration des pratiques de facilitation et d'intelligence collective. Tout simplement parce que au début, on faisait comme tout le monde, c'est-à-dire des PowerPoint, des discours hyper préparés, hyper maîtrisés, avec plein d'informations descendantes, c'est-à-dire données en forme un peu cours magistral, hein, qu'on déroulait en fait dans les classes avec de temps en temps des temps d'interaction, questions-réponses, etc. C'est une posture en fait qui fonctionne un peu, mais qui fonctionne vraiment beaucoup moins bien que la plupart des choses qu'on peut faire avec des outils d'animation, d'intelligence collective, etc. Voilà, donc on est arrivé à mettre de la facilitation dans toutes nos activités de formatrices. Et ça a transformé en fait notre manière de voir la formation. Et c'est sur ce sujet-là qu'on voudrait vous parler aujourd'hui, sur comment on peut faire pour transformer ces séquences pédagogiques avec les outils du formateur facilitateur. Maintenant, Solène, normalement, c'est toi qui devais faire l'intro, donc je ne sais pas si tu as quelque chose à Top. rajouter. J'ai rien à dire. Moi, le seul truc que je voudrais rajouter quand même, c'est que, pour être honnête, on a commencé à faire ça il y a quelques années maintenant. Et je sais pas si c'est très égoïstement ou pas, mais très clairement, on a commencé à le faire déjà pour nous. Parce que on était un peu fatigués. Enfin, je dis on, mais je pourrais dire je, et tu abondes ou pas, mais clairement, moi j'étais fatiguée de dérouler des PowerPoints et de faire comme ça se faisait 20 ans ou 30 ans avant, et que je subissais quand j'étais moi-même encore étudiante ou stagiaire en formation, où je me disais non mais au bout d'une demi-heure, une heure, je décroche et j'en peux plus du blabla. Donc c'était déjà en premier lieu pour nous, pour avoir plus d'énergie, plus de dynamique, pour aussi se renouveler et pas être dans la répétition. Parce que même si ce qu'on dit c'est génial, quand ça fait 15 fois ou 20 fois ou 40 fois qu'on le répète, il faut quand même être honnête que bon ben on suce quoi un petit peu. Voilà. Et du coup, quand on a vu l'effet que ça pouvait avoir sur les stagiaires, on s'est dit non mais pourquoi on l'a pas fait avant? Donc du coup, c'est aussi comme ça que petit à petit, on a transformé toutes nos formations et qu'on y est allé étape par étape, et c'est ce qu'on va voir aussi ensemble dans ce café live. Et tout ça pour dire que si vous êtes encore dans le schéma du PowerPoint et des tables en U, il n'y a pas d'inquiétude. C'est pas, en tout cas, c'est pas de se dire on jette tout et on recommence de zéro et on fait tout différemment, mais c'est vraiment comment petit pas par petit pas, comme on dit souvent, petite touche par petite touche, on va pouvoir changer quelques petites habitudes. Si vous avez l'habitude on rencontre à des formateurs qui me disent non mais moi j'ai, je sais pas, 100 heures de formation dans l'année, vous vous rendez pas compte, s'il faut que je change tout, mais non. Surtout ne change pas tout. Vas-y, petit morceau par petit morceau, parce que sinon c'est effectivement une montagne trop grande à franchir d'un coup. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as pu présenter, Karine. Ton micro est coupé. Ah, j'ai eu peur, je crois que ça marchait plus du tout. C'est que pour Eric, c'est ça? Ouais, c'était que pour Eric. Spécial dédicace. Et aussi, je voulais compléter en racontant que, en partageant ce constat, du coup, j'ai mangé mon idée parce que trop de blagues avec le son font que j'en perds. La technique te perturbe. Je comprends pas ce que tu veux dire. J'en perds la voix. Oui, le fait qu'on ait aussi changé nos méthodes pédagogiques, ça vient donc de ce confort personnel, l'efficacité aussi, on va en parler, et ça vient aussi de la demande des clients. Parce qu'aujourd'hui, les clients, c'est aussi bien les gens qui commandent des formations que ceux qui
subissent ou qui vivent ou qui aiment les formations, je mets les 3 mots dedans parce qu'il y a des gens qui viennent en formation sans l'avoir désiré. En fait, aujourd'hui, on a plus du tout envie de subir un cours ou de vivre un cours comme avant. Et la demande du côté des clients, elle est d'avoir des méthodes pédagogiques innovantes, de mettre du numérique, de mettre du serious game, de mettre de l'apprentissage en situation de travail. Enfin, là, il y a vraiment une envie d'aller renouveler et mettre un coup de pied en fait dans les vieilles manières de faire. Et donc, ce dont notre avis, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, en fait. Il faut aller vers ces nouvelles pratiques. Et on l'a vu notamment quand on nous a demandé de former des managers sur les méthodes innovantes de management, design thinking, facilitation, démarche appréciative, etc. Où là, on s'est dit, mais comment on peut faire pour dire aux gens, soyez innovants, soyez collaboratifs, mettez en place des réunions interactives, soyez ouverts, soyez le plus horizontaux possible dans vos structures et reprendre une démarche, une posture hyper hiérarchique, pyramidale, managériale dans nos cours. Voilà, c'était aussi ce paradoxe-là qu'on a voulu travailler. Alors, juste avant de commencer sur la facilitation, on avait envie de vous partager, de vous repartager. Alors, je ne sais pas si je vais oser partager mon écran, mais je vais quand même tenter le coup. Hein, on est d'accord? Je vais tenter le coup ici. Ouais. Est-ce que là, vous le voyez, je pense. C'est le fameux code d'apprentissage d'Edgar Dale. Alors, je le mets comme ça, hein, mais voilà, vous le voyez ici. Avec toutes les manières d'apprendre. Donc, lire, entendre, voir, regarder un film, participer à une discussion, etc. Et ce code d'apprentissage montre, en fait, si je vais sur une image peut-être un peu plus claire, peut-être celle-ci, on va avoir les chiffres. Si je zoome, on n'aura plus les chiffres. Et celle-là, on l'a. Voilà. Que, en fait, on va retenir 10% de ce qu'on lit uniquement. 20% de ce qu'on entend, on a 30% de ce qu'on va démontrer, 50% de ce qu'on aura mis en discussion, je repars en arrière, 50% de ce qu'on aura mis en discussion, 95% de ce qu'on aura pratiqué et 90% de ce qu'on aura enseigné. Donc en fait, on a des tonnes d'outils à portée de main et l'avantage de la facilitation et de l'intelligence collective, c'est qu'on va être dans les 3 derniers en fait. On va être dans la discussion, dans la pratique et dans l'enseignement. Parce que les gens vont échanger autour de leur sujet, vont mettre en pratique en vivant des situations et surtout ils vont apprendre parce qu'on est beaucoup dans la pair-apprenance, dans le fait de partager entre pairs. On appelle ça aussi la pair-agogie. L'intelligence collective se base dessus pour la pédagogie. Et donc on va, les stagiaires vont prendre la posture d'expliquer aux autres, de leur démontrer, de leur apprendre ce que eux-mêmes ont fait, eux-mêmes ont appris. Donc évidemment, on est dans une pyramide d'apprentissage qui est bien, bien plus évidente. Voilà, je vais essayer de défaire mon écran. Et je te laisse la parole, Solène, si tu veux continuer. Oui, j'étais justement en train d'essayer de saisir, si tu peux reprendre le fil, dans le fil de la conversation. J'allais justement vous demander pour quelles raisons vous vous êtes connecté aujourd'hui à ce Café Live et si vous aviez une question en fait à nous poser. Parce que l'idée c'est qu'on puisse partager ensemble quelques bonnes pratiques, quelques retours, mais qu'on puisse aussi répondre à vos questions et à ce qui vous a fait vous inscrire tout simplement à ce Café Live. Donc si vous voulez utiliser le chat pour ça, il vous appartient. Donc n'hésitez pas. On voulait en fait structurer autour de différents axes. Pour quelles raisons c'est assez génial d'utiliser la facilitation dans nos pratiques de formatrices. Et le premier, c'était vraiment de se dire, on va utiliser des outils qui correspondent en fait aux objectifs recherchés. Donc ça, c'est valable dans notre pratique de facilitatrice, mais c'est aussi valable dans nos pratiques de formatrice. Et l'idée, c'est de se dire comment on va arriver à interpeller par exemple des stagiaires ou des apprenants sur un sujet pour aider à bien comprendre par exemple un problème. On va, nous par exemple, utiliser souvent l'outil qui s'appelle l'anti-problème. C'est de se dire on va inverser la problématique et c'est de se dire, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais si on veut questionner sur la pertinence, pourquoi c'est important de par exemple travailler sur la sécurité, sur un lieu de travail, etc., mais plutôt que d'essayer d'interpeller et d'aller tirer les verres du nez, j'allais dire, et de rester dans des propositions bateau, parce que c'est la vie de la personne qui est en jeu, etc., on va essayer d'aller questionner à l'inverse. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien pour assurer la sécurité, par exemple, sur le lieu de travail? Et donc l'anti-problème, pour nous, ça va être un des premiers outils
qu'on va présenter en formation et qui vont permettre justement d'interpeller et de titiller, de faire réagir par rapport à des objectifs derrière qui auront été identifiés. Oui, ça permet aux gens de se dire qu'est-ce qui se passerait s'ils n'appliquaient pas ce qu'ils apprennent en formation, en fait. C'est déjà les interpeller sur l'importance de ce qu'ils vont apprendre après. Exactement, exactement. D'autres outils pour commencer cette présentation. Nous, d'autres outils qu'on aime beaucoup utiliser, c'est le TOP, TOP, Technology of Participation, l'acronyme, qui permet en fait de tout de suite mettre dans le bain sur un sujet, le sujet de la formation par exemple, ou sur une sous-partie de la formation, sur une des parties, et de questionner sous forme de brainstorming, mais de structurer, puisqu'après le top, alors on en a déjà parlé plein de fois du top, donc je ne vais pas réexpliquer ici, mais on structure les idées en colonnes et on donne des titres à ces colonnes-là. Et le but, ça va être vraiment de se dire, est-ce qu'il y a par exemple un processus à mettre en place, quelles sont les étapes, est-ce qu'on reclasse les colonnes, est-ce qu'il y a des axes, des colonnes qui sont plus importantes que d'autres. Est-ce que nous, en tant que formatrice, on se rend compte que tous les stagiaires sont au fait sur 2-3 colonnes, 2-3 sujets, mais ça pêche sur d'autres, donc on sait qu'on va pouvoir aller davantage creuser et travailler avec eux sur d'autres sujets. Voilà, c'est vraiment un outil qui, pour nous, fait aussi partie des incontournables, aussi bien en facilitation qu'en formation. Tu voulais partager aussi, toi, d'autres outils, Karine ? Oui, complètement. En fait, quand on anime alors je vois juste une question de Philippe qui nous dit comment va se dérouler le webinaire. On a prévu de vous parler des outils pour commencer et ensuite de comment on met en place la structure pour créer les conditions de la paire apprenance, l'apprentissage entre pairs. Ensuite, on parlera de la posture magistrale et de la posture du facilitateur. Et puis, on verra si on a un peu le temps, des publics difficiles. Comment, quand on est facilitateur, on peut aussi utiliser les outils d'intelligence collective pour travailler avec des publics difficiles. Voilà, c'était juste pour répondre à la question de Philippe sur les sujets qu'on va aborder. Moi, je voulais ajouter que quand on utilise les outils de la facilitation pour l'animation d'une formation, on a quand même, on a les brise-glaces et le jeu, qui sont des outils qu'on va beaucoup utiliser en facilitation. Hein. Tous nos ateliers, nos séminaires sont lancés, initiés par des brise-glaces qui ont vraiment un vrai intérêt. Dans une formation, on est ici sur l'intérêt de créer le groupe en fait, parce qu'on a souvent des gens qui arrivent et qui ne se connaissent pas. Quand on est en intra, par exemple, quand on est en inter, quand on est en intra aussi, ça peut arriver qu'on se connaît pas bien ou qu'il y a des dissensions dans le groupe. Enfin, les gens arrivent avec leur histoire et nous, notre intérêt, c'est que le groupe soit soudé pour créer un vrai esprit de groupe. La dernière fois, j'ai eu une phrase qui a été dite en formation que j'ai vraiment adorée. C'est quelqu'un qui a dit, en fait, avec vous, quand on a un problème, on n'a pas notre seul cerveau pour y réfléchir, on a les 14 cerveaux du groupe. Et en fait, c'était ce qui s'était réellement passé. Et pour mettre ces 14 cerveaux du groupe en ébullition autour du problème de l'une d'entre elles, il faut qu'ils aient envie de le faire. Il faut qu'il y ait un esprit d'équipe, qu'il y ait de la convivialité, qu'on soit soudés. Donc, les brise-glaces qu'on utilise en facilitation, c'est vraiment un outil hyper bien pour plein de moments de la formation. Notamment le brise-sieste pour à 14h quand on doit recommencer à travailler avec tout le monde avachi sur la table. Enfin, c'est pas facile. Donc là, on peut arriver à remobiliser les gens. Donc ça, c'est pour le début. Et puis pour la fin, et pour chaque fin de séquence aussi, ce qu'on utilise beaucoup, ce sont les outils de feedback. Alors, il n'y a pas longtemps, on a envoyé sur tous nos réseaux, dans la newsletter, c'est difficile de passer à côté, j'espère que vous l'avez vu, notre manuel du feedback. Donc, si vous ne l'avez pas, regardez sur LinkedIn, notamment sur nos 2 profils, vous allez pouvoir le retrouver. Sur le site aussi. Il y a un onglet ressources gratuites, hein, vous pouvez y aller. Tout à fait. Voilà, vous trouverez le manuel du feedback. Et en fait, le feedback en management, qu'on utilise nous dans les séminaires, etc., pour recueillir l'avis des gens à la fin d'un séminaire ou d'une réunion, quand on fait de la formation, on va l'utiliser pour ancrer les apprentissages. Parce que ça va nous permettre de faire un tour de la table de tous ceux qui sont présents sur, par exemple, le 4L. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui vous a manqué? Et qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Rien que ça, en fait, ça permet de se replonger dans tout ce qu'on vient de dire et de faire le point individuellement et de le verbaliser en groupe. Et donc, j'entends ce que disent les autres. Et ça répète et ça répète et ça répète les apprentissages de manière humaine, puisque c'est eux qui répètent avec leurs propres mots. C'est pas nous. Donc, on voit ce qui a été retenu, on voit ce qui a eu de l'impact, et puis on voit aussi ce qui n'a pas eu d'impact, à côté de quoi ils sont passés. Donc nous, ça nous donne la possibilité, je te laisse la parole, de venir compléter les trous dans la raquette, ou alors de rectifier si on a des feedbacks qui nous montrent que le message ou la méthode qu'on a voulu diffuser
n'est pas bien passé. Juste pour compléter une phrase que tu dis, ce qui est hyper intéressant aussi dans les outils de feedback, c'est d'en avoir plein sous le coude. Et j'ose espérer que ça n'existe plus maintenant, mais moi, ça m'était arrivé des fois de faire des formations de 2 jours ou plus, et on avait un feedback ou un débrief que à la fin, une fois qu'on avait fait les 2 jours. Et une des pratiques que nous, on aime vraiment faire dans nos formations, c'est de rythmer aussi nos séquences, nos étapes, nos demi-journées, enfin, ça dépend vraiment le contenu, avec des petits outils de feedback pour être sûr que au fur et à mesure, tout le monde est encore là, entre guillemets, il n'y a personne qui décroche ou personne qui a une question qui le tarabuste et du fait, du coup, il est plus assez attentif à la continuité de ce qu'on va faire ensemble. Donc c'est vraiment de se dire, on fait des points d'étape et on s'assure que avec des petits outils, c'est toujours très ludique, mais ça nous permet, nous, de nous rassurer sur le fait que tout le monde est encore là, qu'on avance tous ensemble. Et c'est aussi intéressant pour les stagiaires parce que ça leur permet aussi de prendre du recul sur ce qu'ils font au fur et à mesure et de ne pas être juste passif par rapport à leur formation. Ok, donc en fait là on vous a résumé assez vite, hein, mais on pourra en reparler si vous avez des questions. 4 axes en fait pour faire un diagnostic et comprendre le problème, pourquoi c'est important ce qu'on va faire, l'anti-problème et les outils sont intéressants. Mettre en pratique des processus, visualiser des actions à faire avec le top, les feedbacks, les brise-glaces pardon pour créer un groupe, et puis les feedbacks pour ancrer les apprentissages. Voilà, ça va vite, mais on a que 45 minutes avec vous, donc c'était vraiment les quatre axes, 4 types d'outils qu'on voulait vous partager. Ensuite, il y a un autre pan de notre activité de formatrice donc on utilise la facilitation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour créer les conditions de la paire apprenance. Parce que dans un groupe, en fait, c'est très rare qu'on ait toutes les infos. Souvent, on va s'appuyer sur les infos que les gens amènent aussi. Parce que tous les adultes qu'on a en formation ont une expérience, ont déjà fait des formations, ont déjà pratiqué, donc ils ont des connaissances. Donc on va nous appuyer, on va s'appuyer énormément sur les outils de facilitation qui sont liés à la paire apprenance. Par exemple, des outils dérivés du co-développement. Alors, je ne vais pas revenir sur le co-développement dans sa globalité, on en a déjà parlé aussi ici, et puis vous trouverez plein de ressources. Mais un outil plus simple, par exemple, comme la sagesse des foules, qu'on trouve sur le site des liberatingstructure.fr. Vous pouvez y aller, c'est un site où il y a plein d'outils qui sont proposés. Est-ce que tu peux le tapoter dans le... Super. Donc, la sagesse des foules, c'est en un quart d'heure, un petit codev, quelqu'un qui va en fin de séquence de formation, par exemple, en fin de matinée, dire moi, dans le sujet qu'on a vu, j'ai tel problème. Et on va dérouler un processus de exposé, question, consultation, synthèse avec tout le groupe. Alors généralement, on le fait quand même un peu plus d'un quart d'heure. Hein. La sagesse des foules sur le site que vous allez voir, c'est très rapide. Nous, on est plutôt sur une demi-heure. Mais ça nous permet en fait de concrétiser immédiatement le sujet sur lequel on a discuté le matin sur un vrai problème quotidien d'une personne. Et on va le faire de manière régulière au fur et à mesure de la formation en fonction du temps dont on dispose. On va aussi mettre en place pour créer cette paire apprenance, donc ça c'est l'outil dont je vous parle, donc qu'on utilise. On va aussi bien sûr insister sur l'écoute. On va mettre les gens en situation d'écoute, en duo, en trio, on leur demande de noter, on leur demande d'écrire sur des post-it pour pouvoir écouter ce que les autres ont à dire et s'exprimer aussi de manière, on va dire, structurée, c'est-à-dire pas tous parler en même temps, pas s'interpeller. Le contraire de l'intelligence collective en formation, c'est quand des gens s'invectivent et affirment des trucs haut et fort et qu'on n'écoute qu'une seule personne parler en fait. Donc on va nous aller chercher le plus possible donner la parole à tous et que tous s'écoutent pour arriver à faire de toutes ces informations, ces expériences particulières, un apprentissage pour le groupe. Et je crois que tu avais d'autres idées sur ce sujet. Pour compléter par rapport à ce que tu disais, effectivement, les petits groupes, ça va passer par l'organisation de l'espace, où on va bouger les tables, faire des sous-groupes, des petites tablées de 3, 4, 5 personnes homogènes pour justement permettre cette mise en pratique. Et puis, on a aussi des outils qu'on utilise pour poser les règles, en fait, dès le départ, le cadre qui permet de sécuriser et pas le cadre pour, entre guillemets, sanctionner ou pénaliser ou refermer l'espace de discussion, mais au contraire pour se dire on va créer cette bulle et on va pouvoir, voilà, ce qui se passe ici reste ici, on va pouvoir partager nos propres expériences, nos propres difficultés entre nous et apprendre ensemble et s'entraider.
Et ça, c'est vraiment aussi important dans les contextes de formation parce que, bon, voilà, enfin, vous le savez, les personnes viennent pour apprendre, mais aussi pour partager, pour discuter, pour se déconnecter de leur réalité parfois quotidienne et pour se dire ah ben en fait, je suis pas toute seule, quoi. Il y a d'autres personnes comme moi qui ont ces difficultés-là. Mais pour les partager, il faut aussi créer cet environnement dans lequel on va pouvoir verbaliser et se sentir à l'aise, en sécurité, mais aussi à l'aise. Et donc ça, pour nous, ça passe aussi par des petits outils qu'on met en place, qu'on affiche, voilà, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer si vraiment il y a des débordements, mais en formation c'est quand même assez rare. Mais voilà, c'était aussi des astuces qui permettent d'embarquer tout le monde en fait, et de créer cette cohésion, cette équipe qui se connaît pas forcément, comme tu disais tout à l'heure Karine, dès le départ. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les conditions, l'environnement qui sont vraiment importantes à mettre en œuvre. Et puis après, bah, la clé, hein, c'est l'autre axe qu'on voulait aborder avec vous, c'est de casser le fameux cliché du prof et des élèves, hein, alors que bon, malheureusement, on le voit encore sur certaines formations, et comment on arrive à changer de posture, comment on arrive à quitter cette posture de sachant face à son public qui transmet ses connaissances. Alors nous, on adore pour ça, on adore mettre en place des jeux parce que du coup, ça fait vraiment faire un pas de côté. Et ça, quels que soient les publics, hein, que ça soit, on en reparlera après des publics, mais que ça soit des étudiants ou la formation professionnelle continue, ou peu importe, des managers, des directeurs, avec tout le monde, en fait, on arrive à impulser des pratiques de jeu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça alimente aussi le cadre dont on parlait juste avant, parce que du coup, quand on est dans une dynamique de jeu, les personnalités se révèlent. Et donc, du coup, on apprend à se connaître autrement que moi, je suis directeur de ceci, moi, je suis machin, etc. etc. On apprend à se connaître par sa personnalité. Et ça aussi, c'est important parce que ça crée du lien. Et ça a vocation aussi à perdurer à l'issue de la formation. Comment on va entretenir cette dynamique-là. Et puis, pour nous, une autre façon de faire sur laquelle je pense qu'on serait incapable de revenir en arrière, pour quitter aussi cette posture de sachant, c'est de diffuser un PowerPoint ou de diffuser un support pédagogique. Alors oui, le livret existe, parce que souvent quand on oublie de le dire, est-ce qu'on aura quelque chose à la fin ou est-ce qu'on doit prendre des notes? Alors bien sûr on prend des notes, mais il existe un livret, hein, c'est un dû, j'allais dire, c'est normal qu'on transmette tout ça, mais il est jamais diffusé en live en fait, il est jamais diffusé pendant les formations, parce qu'on va utiliser autre chose pour capter l'attention des participants, mais je te laisserai le partager Karine. Mais c'est aussi surtout parce que on a lâché ça, parce que en fait, quand on défile un PowerPoint, on est déjà à la 10e slide, on a oublié la première. Le pire, c'est si on n'est pas en mode plein écran. Moi, en tant que stagiaire, c'est la première chose que je fais, hein. Si le formateur il n'est pas mis en plein écran, je vais regarder combien de diapos il y a. Et quand je vois qu'il y a 348 diapos, je dis oh là là, la journée va être longue. Et je décroche en fait. Donc je me mets à la place et je me dis mais non, je ne veux plus de ça. Et puis l'intérêt aussi, c'est que ok, au début, ça peut peut-être rassurer parce que c'est le guide auquel on peut se raccrocher pour éviter d'avoir un trou de mémoire ou pour voilà. Mais au final, en fait, ça empêche, pour moi en tout cas, ça empêche complètement d'être à l'écoute du groupe et de faire dérouler. Nous, ça nous arrive tout le temps et les stagiaires ne s'en rendent pas compte, de changer peut-être l'ordre de certaines séquences ou de se dire bah, il nous pose une question sur ça, bah, on avait prévu de le faire dans 30 slides, bah, c'est pas grave en fait, on le fait maintenant et on sait qu'après on intercale. Bah, la rigidité de l'outil informatique ou d'un PowerPoint, bah, ça ne nous permet pas de faire ça en fait. Parce que du coup, ça nous met pour moi en fait dans une rigidité qui n'est pas au service du groupe. Donc c'est comment on se détache de ça et comment on est en permanence à l'écoute de son groupe pour s'adapter à ses vrais besoins. Et bien sûr, à la fin, ils auront un livret rangé, tout beau, qui va bien, structuré, étape 1, étape 2, étape 3. Bien sûr qu'ils auront ça, mais ils ne l'auront pas vu en fait pendant la formation. Et surtout pas avant. Pour moi, donner un livret qui est avant même la formation, pour moi, c'est très limitant parce qu'en fait, la formation, elle va s'enrichir aussi des échanges et des productions du groupe. Et donc, du coup, c'est ce qui va permettre d'enrichir ce livre. Et donc, si on le reçoit avant, ben, on passe à côté de ça, pardon.
Je voulais juste compléter ce que tu disais au tout début par un retour d'expérience quand un jour on a décidé de pas faire le jeu qu'on avait prévu dans une Mmh. formation qu'on déroule très souvent, qu'on aime beaucoup, c'est sur l'innovation managériale. Et un jour on a dit bah tiens on va changer. On n'avait plus envie parce que nous aussi on s'ennuie un peu à force, même avec les jeux les plus rigolos. Et on l'a pas fait. Et en fait on a eu en débrief ensuite on s'est dit mais l'énergie du groupe était complètement différente d'une autre des fois où on le faisait. Le groupe était pas solidaire, les gens étaient méfiants les uns vis-à-vis des autres. Enfin, il y avait pas cette convivialité qu'on a quand on lance un jeu comme par exemple Crash on the Moon ou l'île déserte ou voilà des jeux qui sont hyper collaboratifs en fait. Donc voilà déjà ce feedback là. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement les livrets existent comme nos formations on les reproduit, hein, on a les mêmes formations qui se jouent plusieurs fois. Le livret existe, mais alors Elsa, c'est exactement la réponse. Il y a une question qui tombe sur est-ce que vous ajustez selon ce qui s'est dit pendant la formation. Ben, c'est exactement ça en fait. C'est que pendant la formation, Solène ou moi, on va dessiner et avec des bonhommes bâtons. Hein. Vous n'avez pas vu mes dessins, mais voilà quoi. Voilà, tout de suite il faut relativiser. Hein. Je suis pas facilitatrice graphique, hein. Donc on va dessiner, quand on va parler de quelque chose au lieu de montrer le diapo, on va le construire sous les yeux des gens. Quand on prend la parole en mode pédagogique, un apport de connaissances. Mais eux aussi produisent énormément d'images sur des paperboards avec des gros feutres. On arrive avec des grosses mallettes de facilitatrices. Hein. Et tout ça, en fait, on va l'afficher. Souvent, on a des 2 jours de formation, 2 ou 3 jours, c'est la norme. Et en fait, on affiche, on retapisse la salle. On commence dans un coin et puis on avance progressivement comme ça. Ce qui fait que les gens ont toujours sous les yeux tout ce qui s'est dit depuis le premier jour jusqu'à la fin du dernier jour de formation. Et en partie, ce sont leurs créations. Et l'une des techniques qu'on a pour le livret, c'est qu'on va photographier les affiches qui sont sur les murs et qui sont pertinentes. Hein. On leur met pas tout parce que sinon ça ferait trop de papier à imprimer parce que les gens aiment bien imprimer leur support aussi, leur livret. Donc on va photographier les choses qui sont les plus pertinentes et on les intègre dans le livret. À côté des outils dont on a parlé, ou alors on crée carrément de nouvelles pages en fait quand ce sont des choses qui ont jailli et qu'on n'avait pas prévues, ou quand nous on prend la parole pour expliquer quelque chose qui n'était pas dans le livret, on va le photographier et on va remettre des diapos puisque c'est un livret format PowerPoint, et on va remettre des diapos et on va comme ça envoyer le livret quelques jours après la formation. Parce qu'il faut quand même, selon les formations, parfois il y a une heure de travail ou parfois c'est carrément une demi-journée, voire parfois une journée. Enfin, une journée c'est rare maintenant parce que nos formations sont rodées, les livrets sont bien prêts, mais il y a vraiment un ajout de contenu dedans. Voilà, donc ça, ce dont je viens de parler, ça s'appelle, vous le savez bien sûr, c'est du management visuel. Donc c'est ce que les managers peuvent utiliser pour animer leurs équipes. Et en formation, c'est un énorme outil d'ancrage pédagogique. Parce que quand on passe un diaporama ou quand on feuillette un livret, en fait, on ne voit pas sous les yeux tout le temps les premières pages. On a sous les yeux que la dernière page. Et ça appelle au biais cognitif de récence, qui dit qu'on se souvient des choses qu'on a vues en dernier. Donc le management visuel et la création d'affiches qu'on expose sur les murs de la pièce permet aux gens d'avoir sous les yeux en fait tout ce qu'ils ont fait pendant tout le cursus de formation. Et à chaque fois qu'on fait une réactivation, parce que c'est aussi quelque chose qu'on fait régulièrement, ils sont pas perdus à se dire mince je me souviens plus, ils vont re-regarder autour. Et donc on va activer dans la pédagogie la parole parce que les gens vont parler, l'ouïe parce qu'ils vont s'écouter, le mouvement parce que les gens vont bouger et la vue parce que les gens vont regarder ce qui se passe sur les murs. Donc on est vraiment sur quelque chose de super global en fait en termes d'outils d'apprentissage. Et puis j'allais dire, oui. rendre compte de tout ce qu'ils ont fait en fait. C'est-à-dire que voilà, alors que quand on est dans un déroulement classique, on a tendance à être fatigué, mais on ne sait plus pourquoi. Alors que là, en fait, ils sont fatigués parce que forcément ils sont sollicités, mais ils se rendent compte du résultat. Donc c'est aussi ce qui est intéressant pour nous. Puis comme je dis souvent, moi on m'a jamais pris mon PowerPoint en photo, alors que quand on affiche nos fresques ou nos supports au mur, on nous demande souvent si on peut les prendre en photo. Donc ça, rien que ça, c'est sympa. Dernière partie, les publics difficiles. Donc j'ai vu que quelqu'un, Delphine a dit que, non, je sais plus qui dit, j'attends la dernière partie avec intérêt. Isabelle, voilà. Alors les publics difficiles, on en a plusieurs types. Alors on a deux premiers. Tu veux parler des deux qu'on a écrits parce qu'on n'a pas noté qui prenaient la parole. Allez, Premier, tout simplement les plus jeunes en fait. Moi je voudrais commencer par ça quand on est intervenant auprès d'étudiants.
qui ont pas envie d'être là, qui ont 8 heures de cours dans les pattes parfois, enfin pas 8 heures, mais 6 heures de cours dans les pattes, qui ne sont pas très favorables à ce qu'on est en train de faire et qui ont surtout là une super habitude du cours magistral. Moi, j'ai vécu des cours en fait où je mettais en place des ateliers et où les étudiants ont dit mais madame, c'est pas un vrai cours. Donc par rapport à ça, aller chercher vraiment des bons brise-glaces qui correspondent à ce qu'ils attendent, mettre en place des ateliers où on les interpelle sur leurs propres ressentis, leurs propres idées, les faire parler. Il faut vraiment travailler sur une bonne posture et des bons outils de facilitateurs pour ça. Et je sais que beaucoup de formateurs maintenant qui sont dans des écoles supérieures ou l'université basculent sur des pratiques d'intelligence collective, même en amphi. J'en ai vu faire en amphi. Et les résultats sont assez incroyables. Parce qu'en fait, on donne bien moins de choses. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais en réalité, ils retiennent davantage. Ça, c'est vraiment la clé. C'est que nous, on a l'impression de parfois pas leur avoir tout dit et qu'ils repartent avec peu. Mais en fait, c'est pas ce qu'on a dit dont il faut se préoccuper, c'est qu'est-ce qu'ils ont retenu. Et donc, quand on les met en format atelier, ils réagissent, ils apprennent beaucoup plus. Donc, avec les étudiants, moi, je mets vraiment l'accent sur le brise-glace, sur la thématisation des ateliers pour être sur des choses très courtes et très rythmées. Et je suis hyper présente avec eux parce que si on les laisse trop en atelier tout seul, ben, ça dérape, évidemment, vers des blagues, etc., etc. Voilà. Et l'autre exemple que je voulais vous donner, c'est des publics de gens qui n'ont pas envie de se former. Typiquement, là, on était sur un projet de formation, ce dont tu as parlé tout à l'heure, aux équipements personnels de sécurité sur les chantiers. Oui. Voilà, équipements individuels de sécurité sur les chantiers pour des gens qui étaient les bottes dans la boue et les mains dans le béton, etc. Et traditionnellement, leur entreprise les invitait tous sur une méga conférence au Casino de Bordeaux pour dérouler des slides sur l'importance de la prévention, les risques, etc., etc. C'est un peu donneur de leçons. Et cette année-là, ils ont voulu faire autrement et ils ont pris des formateurs, facilitateurs. On a fait des petits groupes. On les a fait travailler avec l'anti-problème. Qu'est-ce qui se passe si on voulait avoir le plus de morts ou d'accidents possibles sur les chantiers? Ensuite, on a rebasculé sur les solutions. Bah, du coup, comment on va faire? Et les gens étaient actifs. Tout le monde parlait, les jeunes, les plus âgés, ceux qui avaient du mal à s'exprimer en français pouvaient s'exprimer aussi parce qu'on leur laissait le temps. Et en fait, l'impact a été vraiment bien plus important en termes de prise de conscience et d'apprentissage sur ça qu'avec un discours même dans un super beau lieu comme le Casino avec des sièges en velours, quoi. Voilà, donc par rapport à ça marche vraiment très bien. Ouais. Nous, dans les publics difficiles aussi, tu te rappelles, on avait vu un manager qui nous avait dit, je pense au bout d'une demi-heure, enfin c'était dans la première heure de formation, le manager il est là pour cheffer et il nous avait représenté on était parti sur un dessin pour ce jeu et il nous avait dit que pour lui parler d'innovation managériale c'était un concept il était là, il n'avait pas envie d'être là en fait, mais c'était assez bizarre. Et quand il avait représenté le manager, il nous avait dessiné un bazooka ou enfin une arme à feu quoi. Alors autant vous dire que nous, quand on a vu ça, on s'est regardé avec Karine, on s'est dit ok, ça va bien se passer. Pour nous, c'était la référence de la personne qui était là, mais on se demandait pourquoi il était inscrit à cette formation-là en fait. Et donc là, on s'est dit on part de très 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 loin. Parce qu'on parlait de management collaboratif et d'innovation managériale face à quelqu'un qui nous disait que le chef était là pour cheffer et que pour lui, il fallait que ça marche avec le bazooka. Donc là, c'est de se dire, ok, on temporise en fait, et comment on va être à l'écoute de sa propre perception du manager. Et là, très clairement, nous, on s'est dit que de fait, pour lui, on était en opposition en fait par rapport à lui, qu'on représentait tout ce qu'il ne connaissait pas ou qu'il fuyait, et donc on s'est énormément appuyé sur le groupe, parce que bon, nous, ça nous a choqués, vous doutez bien, mais on n'était pas les seuls à être choqués. Et pour désamorcer cette vision et cette conception du management et le faire envisager autre chose que du bazooka pour manager son équipe, sans forcément parler d'innovation managériale ou de management collaboratif ou tout ça, on s'est énormément appuyé aussi sur le groupe, faire réagir pour
pour qu'il se dise qu'en fait, c'était pas lui contre les formatrices, mais que les autres aussi, quand même, étaient dubitatifs par rapport à sa propre vision. Et pour nous, la satisfaction, ça a été qu'au bout de 2 jours, il est fini par dire ouais, en fait, quand même, il y a un truc à faire, il faut tester, quoi. Parce qu'effectivement, il y a d'autres solutions que le bazooka. Donc nous, on s'est dit déjà, c'était rien que ça, pour nous, c'était gagné. Voilà. Et puis après, les autres publics difficiles aussi qu'on peut rencontrer, c'est ceux qui sont archi verrouillés à leur téléphone et à leur ordinateur parce que ils sont pas là, hein, parce qu'ils sont en formation, donc potentiellement la Terre va s'arrêter de tourner parce que le chef est en formation, ou ceux qui nous disent toujours en fait qu'il faut qu'ils partent avant la fin, ou voilà, qui entravent un petit peu le bon déroulé. Nous, pour ça, très concrètement, le côté téléphone, ordinateur, ou 3 téléphones sur le bureau, etc. Après, c'est des partis pris, j'allais dire, il faut le faire comme on le sent. Mais nous, dès le départ, on dit très clairement quoi, et que donc du coup, chacun se gère. Et ça nous est déjà arrivé, quand c'était vraiment insistant, de repréciser en disant sauf si votre femme doit accoucher ou que vous avez vraiment une urgence de cet ordre-là, décrocher en fait au moins une demi-heure, au moins 3/4 d'heure pour qu'on fasse cet exercice parce que c'est important. Et promis, au bout de 3/4 d'heure, une demi-heure, on fait une pause et donc vous allez pouvoir raccrocher en fait se raccrocher à leur lien numérique en fait. Et ça, c'est important de faire prendre conscience de ça. Ça nous arrive plutôt rarement quand même, mais ça peut arriver. Et puis ceux qui partent avant la fin, on leur fait quoi, enfin, pour moi, il n'y a pas trop de solutions. De toute manière, on ne va pas les retenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont finalement se rendre compte qu'ils vont rater quelque chose. Donc, ils arrivent souvent en début de formation en se disant « Je suis désolée, ce soir, il faudra que je parte plus tôt, ou demain, je ne pourrai pas arriver avant telle heure. » Pas de problème. Mais nous, très clairement, en fait, on ne peut pas changer le programme parce que sinon, on ne s'en sort pas. Hein. Et en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure de la journée, grâce à tout ce qu'on vient de vous raconter avant, qui se disent ah mince, je vais rater un truc sympa en fait. Et donc du coup, ça arrive que finalement, chez les enfants à 4 heures et donc du coup partir une demi-heure plus tôt, finalement j'ai trouvé une solution et je vais pouvoir rester avec vous jusqu'au bout, quoi. Donc c'est aussi par l'effet de groupe qu'on arrive à identifier des solutions par rapport à ça. Oui. Je voulais aussi compléter par rapport aux ordinateurs, au téléphone. Quand les gens les sortent sur les tables au début parce qu'ils s'attendent à une formation classique où ils vont prendre des notes, en fait, au bout de quelques minutes, on leur fait tout ranger parce qu'on déplie des grandes affiches sur leur table. On déroule des grandes feuilles de paperboard qui prennent toute la place, on leur met des feutres, des post-it, et là, ils n'ont pas le choix, en fait. Il faut qu'ils rangent le matériel parce qu'ils vont devoir travailler. Alors, j'aime beaucoup, moi, la tête quand on passe du téléphone au feutre ou de l'ordinateur au bonhomme bâton. Au bonhomme bâton. Ouais, ça fait un moment à mon début, mais bon, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et puis à la fin, ils sont tous debout en train de dessiner, en train de faire, de découper, etc. Et les ordinateurs, on les voit plus réapparaître, en fait. C'est juste, on les met aussi en situation où de toute façon, ils ne peuvent pas aller sur leur ordi. Et s'ils sont en panique parce qu'ils veulent prendre des notes, il y a du papier sur les tables. Et puis il y a le livret à la fin, donc on les rassure toujours en leur disant allez, c'est bon, laissez-vous embarquer et on vous donnera toutes les infos écrites, il n'y a pas de problème. Alors, il nous reste 3 minutes pour respecter notre timing. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On a répondu à la question d'Elsa. Je crois qu'on n'a pas oublié d'autres questions dans le fil de la conversation, dans le fil du chat, mais n'hésitez pas si vous en avez. En tout cas, si ça vous a plu et que vous dites il y a un truc à faire et il faut passer à l'action, on vous rappelle qu'on a notre formation qui s'appelle Devenir formateur facilitateur, où bien entendu, on va laisser place à la pratique et accompagner un groupe de formateurs à transformer un petit peu ces pratiques de formateurs, justement, de transformer ces ateliers, ces séquentiels, ces séquences de, ces déroulés de formation où on va mettre en pratique un peu tout ce dont on parle depuis quelques temps maintenant, et en particulier lors de ce café live. Donc on a une formation qui est prévue le 7 et 8 septembre à Bordeaux, puisque nous, on est basé à Bordeaux, en présentiel, pendant 2 jours. Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous solliciter, contact@lafacilitation.fr.
On peut vous envoyer le programme, on peut vous envoyer toutes les infos que vous voulez. On est organisme de formation, on est Calliope, donc on peut solliciter des prises en charge. Cette formation n'est pas éligible au CPF, celle qui est éligible au CPF. Je me permets de le répéter parce que c'est la question qu'on me pose tout le temps. Oui. Celle qui est éligible au CPF, c'est celle qui est certifiante et qui s'appelle devenir manager facilitateur, donc pour les chefs de projet et les managers hiérarchiques. Mais formateur facilitateur n'est pas éligible au CPF. Voilà, vous avez toutes les infos aussi sur notre site. Si vous avez besoin d'en parler de vive voix, c'est avec grand plaisir, vous savez bien. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Une réponse sur Delphine. Les prérequis, je suppose, c'est pour la formation. Les prérequis pour participer à la formation, c'est d'être en situation de faire des formations ou de bâtir une formation. Soit vous avez déjà une formation en cours et vous voulez transformer votre formation et acquérir des compétences en intelligence collective pour faire basculer vos séquences, en fait, retravailler vos séquences pour passer du monologue ou du cours classique à un atelier. Soit vous n'avez pas encore joué cette formation, vous êtes en train de la faire et on en profitera pour fabriquer cette formation avec vous et pour que vous puissiez y intégrer des pratiques. Donc les prérequis, Delphine, c'est vraiment d'être formateur, quoi, en fait. Ouais. Et ça me fait penser aussi, Karine, à la question de Delphine, c'est que la dernière fois on m'a demandé est-ce qu'il faut avoir fait une formation de formateur pour pouvoir faire votre formation? Pas du tout en fait. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est pas du tout un prérequis. Voilà, pour nous, c'est comment vous implémentez vos formations avec des outils d'intelligence collective, avec des outils de facilitation, avec des postures de facilitateur, de facilitatrice. Voilà, donc c'est complémentaire aux deux. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a une date de prochain rendez-vous? Ça, toi, tu le sais toujours, toujours oui, bien. oui, bien sûr. Oui, on a un prochain rendez-vous. On a un rendez-vous, je sais, début juillet, puisqu'on fait un atelier sur le jeu. Je suis en train de chercher. Voilà, on a un atelier le 23 juin, justement en lien, normalement, si on ne change pas d'avis, avec cette thématique de formateur-facilitateur. Et après, le dernier rendez-vous avant l'été, ça sera le 7 juillet, où on fera un atelier sur les jeux. Comment mettre un peu de jeu en réunion. Mais si vous êtes abonné à la newsletter, vous allez forcément avoir l'info en temps et en heure. Oui. Attendez, je suis en train de répondre aussi à Hélène. Je te laisse clôturer. Ouais, je ne serai pas dispo les 7 et 8, mais oui, on en reparle. En tout cas, on espère avoir répondu à vos attentes. Si vous avez des questions qui vous viennent après, ou si vous êtes en train de regarder le replay, je répète, contact@lafacilitation.fr, n'hésitez pas à nous solliciter, nous ça sera toujours avec plaisir. Et puis en attendant, on va vous souhaiter un bon après-midi, un excellent week-end, et puis à très bientôt. Merci à vous. Un week-end jusqu'à lundi soir pour certains encore. À bientôt, salut. À bientôt, bon après-midi, au revoir.